Tout d'abord, merci à Monsieur Oran et au Centre généalogique des Côtes d'Armor de m'accueillir pour cette conférence. Conférence qui va porter donc sur Boishardy. Dans les pas de Boishardy, voilà, pour réaliser et rédiger ce petit livre, j'ai d'abord fait des recherches aux archives départementales où nous sommes aujourd'hui, où j'ai trouvé beaucoup de choses. Deuxièmement, je suis allé sur le terrain. Le terrain, c'est-à-dire c'est le pays de Moncontour, essentiellement, où j'ai été aidé par Fabrice Sollet, que l'on voit ici sur la photo, qui est de Moncontour, et qui, lui, est le délégué départemental de l'association VMF, c'est-à-dire Vieille Maison Française, ainsi que Baudouin Capel, qui est propriétaire du château de Bogart à Quessoy, qui est le délégué régional des Vieilles Maisons Françaises pour toute la Bretagne. Ces gens-là connaissent très bien le terrain et m'ont beaucoup aidé, donc je les remercie vivement. Donc c'est un petit livre qui est conçu comme un guide de promenade dans les pas de Boishardy et très illustré. Une carte qui permet de situer les lieux dont je parlerai au cours de cette conférence et qu'on peut retrouver, qui peuvent servir de repère à l'occasion d'une promenade dans le pays de Moncontour. Voilà. Je commence par ce buste qui a été réalisé par un artiste de Trébris qui s'appelle Jean-Paul Dupas et qui représente Boishardy. Il faut dire une chose, c'est qu'on a très peu de peintures, de gravures, d'images de Boishardy, puisqu'il a eu une vie très, très, très brève. Il est mort à 35 ans, donc dans la clandestinité, on peut dire. En tout cas, il y a ce buste. Donc, les rares images que nous avons de lui. Voilà. Donc, de son nom, il s'appelle Amateur. Amateur, c'est son prénom. Amateur Jérôme Lebras Desforges de Boishardy. Donc, il est né le 13 octobre 1762 au manoir de Boishardy, que l'on voit ici à l'écran. Petite paroisse, donc manoir de Boishardy à Bréant, hein, petite paroisse du duché de Penthièvre à l'époque, 1762. Alors il est issu d'une famille de petits hobereaux, enrichi dans le commerce des toiles, mais passé à la noblesse d'armes jusqu'à son père. Si on remonte dans le temps, cette lignée noble remonte au Moyen-Âge jusqu'en 1480 à peu près. Et son père, qu'il a très peu connu, était un ancien mousquetaire noir. Donc, qu'est-ce que c'est? Les mousquetaires, c'était l'élite de l'armée à l'époque. Son père est mort en 1766. Donc ici, en haut à gauche, Boishardy, une gravure de Yann d'Argent, qui est un artiste du Finistère. Au milieu, une gravure qui le représente à la fin de sa vie, quand il a été tué en 1795, un soldat lui a coupé la tête, on en parlera plus tard. Et à droite, Boishardy en costume, en uniforme de l'époque, quand il était lieutenant dans l'armée républicaine, de profil. Pas beaucoup plus de documents sur lui. Enfin, de photos en tout cas, de peinture et de gravure. Bréant-Moncontour, le manoir de Boishardy tel qu'il était au début du 19e siècle. Hein, cette photo doit dater de 1910 par là. C'est là qu'il est né. Donc il a trois sœurs, hein, plus âgées que lui, Jeanne Scolastique, Marianne et Émilie. La famille possède alors environ 60 hectares de terre. Ah, parenthèse, son acte de naissance conservé aux archives. 1762. Un extrait du cadastre. Donc, famille de moyenne richesse quand même, ils ont 60 hectares de terre, plusieurs métairies,
le moulin à eau de Héry, les marais salants à Guérande aussi. À Bréant, les Boishardy ils mènent une vie assez simple, de moyens hobereaux bretons, très loin de la noblesse parlementaire hein, et de la cour. En hiver, donc la famille habite un hôtel particulier à Lamballe, rue au Pot. La même image mais colorée. La même image, on la repasse. Là maintenant, jeunesse de Boishardy. Alors il passe son enfance à la campagne. C'est le début, donc enfance et jeunesse. Un petit résumé. En 1776, âgé de 14 ans, il choisit la carrière militaire. Ça se faisait souvent à l'époque. Il entre à l'école royale militaire de Pont-le-Voix près de Blois, éloquent, sympathique, franc, généreux. C'est aussi un sportif très agile, un chasseur et un très bon tireur. 4 ans plus tard, en octobre 1780, il est nommé cadet gentilhomme au régiment d'infanterie de Royal Marine. Donc c'est dans 9 ans avant la Révolution. Hein. Il est brillant, intelligent, pugnace. Et il monte en grade, ce qui fait que très vite, à 29 ans, il est nommé lieutenant. Et là, la Révolution a éclaté, on est en 1791. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que c'est un officier républicain. Il a travaillé dans l'armée royale comme petit officier, il a monté dans la hiérarchie, il est devenu donc un officier républicain. On va voir ce qui va se passer après. Il a... Alors voilà le manoir de la ville Louette, un dessin de la Messelière, fameux dessinateur de Saint-Brieuc, qui représente le manoir où vivait sa bien-aimée Joséphine de Kercadio, qui est une jeune personne, elle a quasiment... elle a 15 ans quand lui en a le double, facilement. Donc ce manoir existe toujours. Le voilà aujourd'hui, commune de Bréant. Donc ce manoir a été surveillé et perquisitionné pendant la période révolutionnaire, on en parlera tout à l'heure. Elle, Joséphine de Kercadio, on a peu de choses sur elle, mais on sait qu'elle était surnommée, elle était la compagne de Boishardy, qu'elle suivait partout dans sa cavale, surnommée la Royale à cause du passé militaire de Boishardy. Mais Joséphine n'a qu'un défaut, elle est très dépensière. Elle manie des faux assignats, c'est-à-dire la fausse monnaie à l'époque, ce qui lui a valu des ennuis. Maintenant, nous allons voir une autre maison de Bréant, le manoir du Quimby, Quimby, propriété de la mère de Boishardy. Donc, 2 photos. À droite, tel qu'il était, comme un manoir ferme, début du siècle, et puis à gauche, tel qu'il est aujourd'hui, assez bien conservé. Donc la mère de Boishardy s'appelle Anne-Marie Dubosc de Quimby. On sait pas mal de choses sur elle, mais je ne vais pas m'étendre. Elle a eu du mal à élever son fils, qui devait être une forte tête. Le Quimby dessiné par la Messelière. Et maintenant, on va continuer la biographie de Boishardy. On va passer d'une commune à l'autre. Donc, c'est un officier républicain et il va devenir un chef de la chouannerie. On peut se demander pourquoi et comment. Voilà. Donc sa mère décède en 1789. La Révolution a déjà éclaté en France. Je rappelle que la Bastille a été prise en juillet 1789. Les privilèges de la noblesse abolis le 4 août de la même année. Le Parlement breton supprimé le 5 novembre 1789. Ensuite, juillet 1790, la Constituante décrète la constitution civile du clergé qui oblige l'Église et les prêtres à se rallier à la Révolution, non sans mal. Et donc lui, Boishardy, où est-il à ce moment-là? Il est lieutenant dans l'armée de la République. Il se bat pour la République, il mène une vie de garnison, il passe en Corse, il va à Aubagne, il y va dans le Dauphiné. Et en fait, il dit qu'il est là pour mater les 10 000 maudits qui dévastent cette province en pillant et brûlant les châteaux. À quoi ressemble notre Lascar à l'époque?
On a une description de lui. Il mesure 1,70 m, il a des yeux bleus, un nez aquilin, des moustaches, les oreilles percées d'anneaux en or. Un peu comme un punk aujourd'hui. Une sorte de punk martial et très rock. Il est armé en permanence d'un fusil à 2 coups. Il porte 3 douzaines de cartouches et un pistolet à la ceinture. Alors, le 9 juillet 1792, il démissionne de l'armée. Alors, il est de l'armée républicaine. Hein. Sa garnison devait embarquer pour Saint-Domingue. Et finalement, pour X raisons, il refuse d'embarquer. S'est-il fâché avec son commandant? Avait-il eu une affaire sentimentale? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il se retrouve alors à La Rochelle, fameux port d'où partaient les bateaux pour les colonies, pour les Antilles. Et il prête serment devant la municipalité, le serment de liberté et égalité. C'est bien la preuve que c'est un bon républicain en 92. Qu'est-ce qui va se passer en octobre 1792? C'est une date clé pour X raisons. C'est bien, donc c'est bien, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, à Bréant, sont mis sous séquestre. Pourquoi ces biens sont-ils mis sous séquestre? Parce que le comité révolutionnaire de Lamballe était sans doute mal informé. Ces gens pensaient que Boishardy avait émigré. Bon, petite noblesse, beaucoup de grandes familles émigraient à Jersey, à Londres, mais lui, c'est pas le cas, il n'a pas émigré. Donc il y a eu une erreur administrative, si grave que lui est furieux, il rentre en Bretagne aussitôt, il est libre, et là, il se cabre, et il décide de prendre les armes contre ces mesures révolutionnaires-là. Donc en novembre 1792, le voilà à Bréant. Il entre dans l'opposition, c'est-à-dire dans la chouannerie, pour Dieu et le roi, et aussi pour ses intérêts, forcément, contre les agissements révolutionnaires. C'est le début de la terreur, je rappelle. Octobre 92, 93, 93, c'est vraiment le coup de feu de la terreur. Alors, images 14 et 15. Début des hostilités en mars 1793. Des lieux suspectés, beaucoup de lieux sont suspectés, surveillés parce qu'ils cachent des chouans. Alors, on va dire ici, le château, ce qu'on voit ici, c'est le château de Launay, à Bréant, version 19e siècle. Il n'avait pas cette physionomie-là à l'époque. Il y a eu des combats assez violents. Les bleus ce sont les républicains, et les blancs, ce sont les chouans, les royalistes. Bleus et blancs, c'est comme ça qu'on les distingue. Alors ils s'affrontent violemment. Le 23 mars 1793, Boishardy rassemble 4000 hommes, dit-on, venus de 12 ou 13 paroisses coalisées de la région, qui sont opposées à la conscription obligatoire. Donc le gouvernement révolutionnaire avait décrété la levée en masse de 300 000 hommes, et ça n'a pas plu à tout le monde. Dans les campagnes bretonnes, les paysans n'avaient pas envie toujours de partir se battre sur le front de l'Ouest. Ça a été une décision qui a amené de la paysannerie à rejoindre la noblesse dans le combat de la chouannerie. Donc il a 4000 hommes, et donc ils se réunissent à la lampe du Gras, la chaise à Margaux. C'est un lieu qui existe toujours à très, très Genestre. Le 26 mars, donc trois jours après, grand combat au château de Launay, au lieu dit le Pont de Pierre. Et là, ça finit mal parce que les républicains tuent une douzaine d'hommes, ils emportent 25 prisonniers, 7 des insurgés chouans, pris les armes à la main, sont arrêtés et condamnés à mort et guillotinés. Donc là, ça s'envenime et la répression commence. La répression commence vraiment à ce moment-là. Du coup, Boishardy est condamné à mort. Voilà donc le document que j'ai retrouvé ici aux archives départementales. Ils ont une collection d'archives vraiment exceptionnelle et en très bon état et très lisible. On voit bien, ce document date quand même de 1793, l'an 2 de la République française, et on voit bien
le nom de Boishardy et de son domestique, c'est-à-dire de son bras droit, Guillaume Le Borgne, condamné à mort. Pour retrouver le personnage, qui est maintenant un hors-la-loi, on publie son signalement. Voilà un des nombreux documents que j'ai retrouvés aussi aux archives. Donc à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas de radar. C'était écrit comme ça. Voilà. Alors, donc, la Mirly-Tantouille, c'est une cachette de la chouannerie commune de Plémy. C'est près de Montcontour, c'est sur la route de Loudéac. Il y a ce qu'on appelle une maison de confiance et une maison de correspondance, une sorte de boîte aux lettres de la chouannerie. Voilà ce que c'était donc à l'époque. Il fallait se cacher, hein, évidemment. Les réunions avaient lieu la nuit. Boishardy y est allé. Le Nôtre a écrit un livre en 1920-1930 qui est le livre de base sur Boishardy, qu'il a intitulé donc la Mirly-Tantouille. Aujourd'hui, c'est la Tantouille. Le lieu-dit s'appelle la Tantouille. Et voilà ce que c'est aujourd'hui. C'est un carrefour assez ordinaire, mais chargé d'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Boishardy est promu, donc il est rentré dans la chouannerie. C'est un personnage charismatique, donc c'est lui qui dirige les choses. Il est promu colonel, aide-major, général de l'armée catholique et royale. Et il commande la division des côtes du Nord. Alors il signe ses lettres Charles Boishardy, mais pour ses adversaires, il est toujours surnommé le sorcier. Les adversaires, donc la République. De fait, c'est un homme charismatique, courageux, un grand organisateur, qui dirige la chouannerie de cette partie de la Bretagne. D'un côté, il est admiré et aimé, de l'autre, on le hait autant qu'on le craint. Dans tous les cas, il reste insaisissable. Donc c'est le début de 2 années, 1793-1795, 2 années où il est en fuite, donc itinéraire d'un fugitif dans le bocage breton. Alors, les maisons de confiance, ça peut être des auberges, des particuliers qui ont des fermes, ou des châteaux, des manoirs et des châteaux. En voilà un qui est donc le château de Hénon, le château du Colombier, commune de Hénon, qui est un repère de Chouans à l'époque. C'est un authentique manoir de parlementaires qui date du XVe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, début juillet 1994, le chef Chouan, Boishardy, déguisé en paysan, s'y cache. Et puis il aurait été vu en train de pêcher à la ligne au bord de cet étang. La chronique dit qu'il aurait mis en fuite à coups de pistolet un importun qui lui aurait demandé de quel droit il y pêchait. Condamné à mort et pourchassé par la police républicaine, donc Boishardy est devenu l'homme à abattre. Hein. Ah, les 4 Margots, c'est une des cachettes de Boishardy dans sa cavale. C'est un bloc de rocheux dans un petit vallon discret, situé près du moulin de Quélon à Bréant, qui existe, qu'on peut voir aujourd'hui, un petit sentier qui y mène. C'est charmant, d'ailleurs, une très jolie promenade. Alors, cette cachette se trouve à 750 mètres à l'est du manoir de Boishardy. Donc, c'est vraiment pas très loin. Et donc, il s'y cache. Il se cache dans cette infractuosité rocheuse. Dès qu'il y a une alerte, si les soldats viennent perquisitionner son manoir, eh bien, Boishardy vient se cacher là avec ses hommes. Comment vit-il cette vie de clandestin? Eh bien, il dort souvent à la Belle Étoile. Il dort dans un hamac qu'il accroche entre 2 pommiers. Il se retire dans des fosses couvertes de fagots. C'est une vieille technique des Chouans. Ou dans le creux des rochers, donc comme ici aux 4 Margots. Alors, donc la cavale continue. Un dessin qui représente un chouan à gauche et un
un officier républicain à droite. Une autre cachette, le château de Catuélan à Hénon, splendide demeure de parlementaires bretons au XVIIIe siècle. On peut dire que c'est même l'archétype du château de parlementaires breton. Le 2 septembre 1794, Maurice Guillaumard, un espion à la solde du comité de surveillance de Montcontour, il surprend donc le chef Chouan Boishardy qui dirige une cinquantaine d'insurgés, souvent des déserteurs d'ailleurs, armés de fusils de chasse près du bois de Catuélan. En fait, il y a des grands bois tout autour. Mais cela ne suffit pas à capturer notre fugitif. Donc il n'est jamais, Boishardy n'est jamais deux fois dans le même endroit, hein. Il change sans cesse de cachette et de lieu. Le 16 décembre 1794, avec 300 hommes, il attaque la ville de Jugon. On le voit sur cette bande dessinée qui est affichée dans les rues de Jugon aujourd'hui, qui retrace, c'est une BD qui retrace l'histoire de Jugon, très bien faite. Donc j'ai sélectionné cette image où on voit Boishardy surnommé le sorcier par les soldats du nouveau pouvoir. C'est à Jugon. Alors à Jugon, il fait une opération commando. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit les armes et les munitions. Il coupe l'arbre de la liberté. Bon, ça, c'est pas bien de couper un arbre de la liberté. Et il apprend qu'un de ses combattants a dérobé, a commis un vol injustifié. Comme il est quand même assez intègre, il oblige son combattant, son maquisard, à rendre, il lui ordonne de rendre son larcin. Voilà, donc encore des images de la chouannerie bretonne. C'est tiré du livre Les Chouans de Balzac. C'est une gravure du début du 19e siècle. Les Chouans de Honoré de Balzac. Mais donc Boishardy ne ressemble pas à cet homme que nous voyons sur l'image. Il porte une veste vulgaire de berlinge, vulgaire faite de chanvre et de laine, un chapeau de paille, une giberne de cuir, donc un fusil, du pistolet, une dague. Il ne couche jamais deux fois dans le même endroit. C'est donc un félin en fuite. Alors, on continue. Le village de Hénon, où Boishardy donc s'est caché dans divers endroits. Alors, dans ces Hénon, voilà. Alors, Hénon, le château des Granges. Hénon, le château des Granges, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui en haut, hier au milieu et en bas. Pourquoi le château des Granges? C'est encore une maison de confiance, un endroit où il peut se réfugier, se cacher. D'autant plus que les grands-parents de Boishardy ont été les propriétaires au début du XVIIIe siècle de ce très beau château XVIIIe siècle. On dit donc qu'il se serait caché au lieu-dit le Chêne-Loyau. Le Chêne-Loyau, c'est une petite ferme derrière. Autre lieu, autre cachette, autre château, la ville Chaperon. La partie la plus ancienne est du XVe siècle. Il a été agrandi au XIXe siècle. Tout ce qu'on voit, c'est le XIXe siècle. Donc c'est une des caches du général Chouan Boishardy, dont le grand-père avait été naguère seigneur de la ville Chaperon. Un prêtre réfractaire, donc opposé à la Révolution, était fasciné par la chouannerie. Il fut fusillé sur place après son arrestation par les gardes républicains. Un autre lieu encore, le château de Bogard à Quessoy, demeure de parlementaire pendant plusieurs siècles. Alors on ne sait pas si Boishardy y est passé ou pas, mais dans tous les cas c'était un endroit suspecté. Enfin tous les châteaux, toutes les familles nobles étaient surveillées et suspectées. Alors voilà, l'intérieur, une petite vue sur l'intérieur du château de Bogard aujourd'hui, classé monument historique avec des très très belles pièces et un musée de l'émigration. Une peinture qui représente une scène de la chouannerie dans le Finistère. Donc elle parle d'elle-même, hein. On voit les soldats républicains qui capturent un chouan chevelu avec une tignasse de blanche.
Scène de la chouannerie. Dans une lettre de cette période, donc 93, 95, 1700, Besnay, il s'appelle Besnay, l'accusateur public, qualifie Boishardy de brigand, scélérat, exécrable, infâme, monstre sanguinaire. En réalité, oui, c'est un redoutable ennemi pour la République, mais il reste magnanime, Boishardy, et juste avec ses adversaires. Il fait même preuve de clémence quand il a des prisonniers, dit-on. Manoir de la Roche-Rousse, à Quessoy. Pareil, demeure de parlementaire, 16e, 18e siècle. Refuge de Chouans. L'histoire dit que 800 Chouans s'étaient réunis là pendant la Terreur. 800, ça fait quand même beaucoup. J'ai pas vérifié le chiffre, mais ça me semble beaucoup. En tout cas, ils se sont cachés là. Un jour, ils font la fête dans le manoir. Les officiers, les soldats sont au courant, les soldats bleus, républicains. Ils passent à l'attaque. Ils remplissent de fagots les douves, car il était entouré de douves. On voit encore les douves aujourd'hui. Ils mettent le feu et ils attaquent le manoir à l'intérieur duquel ils auraient massacré quasiment tout le monde. C'est le propriétaire actuel qui m'a raconté cette histoire. Donc c'est monsieur Armelmort, qui est un passionné du patrimoine, qui a racheté ce manoir en assez mauvais état et qui le retape lui-même il a de l'or dans les mains, cet homme, Armelmort. Parce que tous ces lieux qu'on voit à l'image, je les ai tous visités, bien sûr. Et j'ai rencontré les propriétaires. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, la grande erreur de la terreur, ça a été de s'attaquer à l'Église catholique d'une manière violente en Bretagne et aux prêtres, et la conscription obligatoire, souvent par tirage au sort, de 300 000 hommes en 93. C'est 2 gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Parce que sinon, le peuple était favorable aux idées nouvelles. Mais quand on leur a dit, vous partez, vous laissez votre petite ferme avec votre femme et vos enfants, vous allez vous battre contre la Prusse et puis l'armée des princes, c'est à ce moment-là qu'ils se sont opposés, même si c'était favorable aux idées nouvelles. C'est un spécialiste de la chouannerie qui m'a expliqué ça. Et ils ont rejoint le Boishardy dans le pays de Moncontour et la Rouërie dans le pays de Fougères. Alors ici, on va maintenant passer à Moncontour, que tout le monde connaît, j'imagine. Pour résumer, en période révolutionnaire, c'est une ville républicaine, donc acquise aux idées nouvelles, dans une campagne qui reste aux mains des Chouans. Donc c'est un quartier général important pour les républicains. Chargée d'histoire, enrichie par le commerce des cuirs et des toiles, elle possède un très riche patrimoine encore aujourd'hui. Alors pourquoi parle-t-on de Moncontour ? Quelques images, l'église Saint-Mathurin, le buste de Saint-Mathurin, quelques très beaux vitraux qui n'ont pas beaucoup changé depuis la Révolution, on va dire. Plusieurs maisons à pans de bois qui étaient là quand Boishardy est venu. Alors voilà. Cette image montre une rencontre historique entre Boishardy à gauche, coiffé d'un béret rouge, et en bleu, le général Humbert. Ça se passe le 30 décembre 1794 à Gosson, près de la forêt de l'Orge, où lui, dans sa cavale, il s'était caché là, Boishardy. Il s'est caché là avec ses hommes. J'ai vu la forêt de l'Orge, il y a de quoi se cacher. Je comprends pourquoi il s'est caché là. Une vache n'y retrouverait pas son veau. Donc il se cache là. Qu'est-ce qui se passe ? Historiquement, en décembre 1794, la situation en Bretagne est très critique. Donc le gouvernement révolutionnaire envoie le général Hoche, Lazare Hoche, comme chef de l'armée de l'Ouest. Objectif, pacifier la chouannerie. C'est pas une mince affaire, parce que dans les campagnes, ils ont
les chouans ont la main mise. Donc il va à Moncontour, mais avant d'aller à Moncontour, Hoche envoie son bras droit, le général Humbert. On en parlera tout à l'heure de Humbert. Donc pour la première fois depuis 20 mois, un bleu et un chouan se trouvent face à face ailleurs que dans l'acharnement des combats. La rencontre a lieu à la ferme du pavillon à Gosson, la voilà, près de Plouguenast, un lieu isolé à l'orée de la forêt de l'Orge. J'y suis allé aussi. Donc la chronique dit que Boishardy se présenta avec une escorte de 50 chouans, tandis que Humbert y arriva accompagné d'un seul aide de camp, Humbert qui est à droite. Il déboucla son ceinturon, jeta son sabre, et les deux jeunes gens désarmés allèrent l'un vers l'autre. Je dis bien les jeunes gens. Humbert n'a pas 30 ans, et Boishardy, 30, on est en 94, il a 31, 32 ans. 31. Très jeune. Et Hoche, dont on va parler tout à l'heure, n'a que 25 ans. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Alors, l'estime est réelle entre les deux hommes. Un ange passe. On parle de cessez-le-feu et de traité de paix. La nouvelle est tellement populaire dans le pays, elle se répand dans le pays, elle déclenche une liesse populaire. À tel point que les gens, donc c'était en hiver, hein, décembre 94, et les gens du pays ils vont écrire Boishardy dans la neige sur les talus. C'est historique, hein, c'est le nôtre qui raconte ça. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe après cette rencontre? Voilà le général Lazare Hoche, personnage éminent de la Révolution française. Une vie bien courte, mais on peut dire bien remplie. Né en 1768, mort à l'âge de 29 ans en 1797. Il n'avait pas 30 ans. De la tuberculose à son quartier général de Coblence. Napoléon disait de lui que c'était le meilleur des généraux républicains. Pendant de la Révolution, généraux de la Révolution. Fin 1794, la situation en Bretagne étant très critique, Hoche décide de pacifier la région, j'ai déjà dit, et il envoie Humbert donc comme éclaireur, pour préparer le terrain. Là encore, le général Hoche. Humbert donc va rester 3 mois à Moncontour. On va voir la chambre où il avait l'endroit où il a vécu. Alors Humbert, c'est encore un oublié. Hoche est réputé, un personnage remarquable de notre histoire, évidemment. Mais Humbert, non. Humbert, on l'a un peu oublié. Et pourtant, il a été un élément clé dans cette négociation de cessez-le-feu. Alors, Humbert, Amable, Humbert, il s'appelle. Il est né dans les Vosges en 1767. Il est mort à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en 1823. On dit de lui qu'il a... C'est un chouan qui disait ça de lui. Il était respecté par les chouans. 28 ans, brave, généreux, plein de fougue. Humbert était le plus bel homme de l'armée. Il savait à peine écrire quand, 1 an plus tard, il fut nommé colonel. Puis, en avril de 1794, il est nommé général de l'armée à l'âge de 28 ans. Donc, les généraux étaient très jeunes, c'était des gens extrêmement jeunes. Bras droit du général Hoche, il est chargé de négocier le cessez-le-feu dans le pays de Moncontour. Je rappelle qu'en 1795 et en 1797, il participa aux expéditions d'Irlande destinées à libérer les Irlandais des Anglais. Humbert se trouvait dans le vaisseau Les Droits de l'Homme qui fit naufrage sur la côte du pays Bigoudin en 1787. Alors voilà l'hôtel Latimier du Clézieux à Moncontour, à côté de l'église Saint-Mathurin. Un vieil hôtel particulier où une page importante de l'histoire s'est jouée là pendant la période révolutionnaire. Il appartient à Olivier Latimier du Clézieux, qui est issu d'une famille de négociants en toile, lin et chanvre. C'est un riche notable et il est membre de l'administration municipale et favorable aux idées nouvelles, donc républicain. Républicain mais modéré. Plus proche des Girondins que des Montagnards.
Donc, début 1795, Hoche s'apprête à venir pour rencontrer Boishardy dans cette maison. Et c'est donc le 19 mars 1795 que le général Lazare Hoche, chef de l'armée de l'Ouest, négocie un accord de cessez-le-feu entre les Chouans et les Républicains dans le salon qu'on va voir après. Salon qui est au rez-de-chaussée de cet hôtel particulier. Petite parenthèse sur Madame du Clézieux, qui était royaliste de cœur, mais républicaine de raison, modérée, et qui a joué un rôle très important dans les négociations entre les Chouans et le général Hoche. Elle a joué un rôle important. Madame du Clézieux. Alors voilà la chambre où a logé le général Hoche. Alors j'ai eu la chance d'y aller grâce au propriétaire actuel, M. Guy Renaud, et il me disait que la chambre n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Hoche, notamment les boiseries. Donc c'est tout à fait émouvant de savoir que avant lui, Humbert y était resté 3 mois, le général Humbert, et Hoche, lui, est resté quelques jours, le temps des pourparlers. Voilà le salon qui n'a pas beaucoup changé non plus depuis 1795. Un peu plus confortable, sans doute. Il doit y avoir le chauffage électrique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est passé là. Donc, c'est une maison privée, mais qui est chargée d'histoire et qui a joué son rôle. Hein. Alors voilà Guy Renaud, le propriétaire, qui montre du doigt une copie du document du cessez-le-feu. C'est pas encore un traité de paix, c'est un cessez-le-feu. Par ce document, par ce contrat, on peut dire, les Chouans s'engagent à cesser les combats et les Républicains déposent les armes aussi. Donc c'est un accord de paix, c'est pas un traité de paix. Sur ce document, on voit bien les signatures en bas, de Boishardy, du général Lazare Hoche et de leurs assistants, on peut dire, tant royalistes que républicains. Un mot encore sur Madame Latimier du Clézieux, médiatrice entre les Chouans et les Républicains. Elle a été fascinée par le général Hoche, peut-être même séduite. Un témoin décrit Hoche comme grand et beau garçon, en longue redingote avec un long sabre, point de façon, point de luxe, parlant bref, avec une grande politesse aux dames, une grande cordialité aux soldats, une grande réserve aux civils. Il a 25 ans, 26 ans. Hein. C'est incroyable. Une dame de l'époque déclare à propos de Hoche: « Il nous tourne la tête à nous, les autres femmes. » Vous avez vu, il avait de quoi plaire. Hein. Enfin, comment se continue l'histoire ? L'accord de cessez-le-feu est signé, on a ici à l'écran, le 19 mars 1795. Ce qui va suivre, ça va être un échec. Ça va être un échec. Pourquoi ? Ils vont se réunir à Rennes, près de Rennes. C'est-à-dire plus d'une centaine de groupes de Chouans, ils étaient nombreux en Bretagne, Morbihan, Côte-d'Armor et aussi Finistère et Ille-et-Vilaine, se réunissent à la Mabilais. Et donc le général Hoche et ses hommes sont présents pour signer un traité de paix. Échec, pourquoi ? Les Chouans, les chefs, sont en total désaccord. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Il règne une discorde. Ils ne peuvent pas s'entendre. Cadoudal est présent aussi. Donc ça, c'est une première raison. Donc il n'y a pas d'accord, donc il n'y a pas de traité. Et la deuxième raison, c'est que Hoche est au courant d'un débarquement à Quiberon. Bon, il avait ses agents secrets, Hoche. Il avait ses espions, et il apprend qu'un débarquement est prévu à Quiberon en 1795. Trahison, hypocrisie des Chouans, et les combats vont reprendre. Il a dénoncé haut et fort
cette trahison et cette hypocrisie. Donc, le débarquement de Quiberon se termine par un drame. Les émigrés royalistes venus d'Angleterre sont lamentablement écrasés. Reprise des hostilités dans le pays de Montcontour. Chasse à l'homme. Et donc, Boishardy est repris et poursuivi à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à côté de la chapelle Saint-Malo que nous voyons ici à Bréant, il va être localisé dans une embuscade, trahi par un faux chouan. Il y a souvent des trahisons dans l'histoire. Trahi par un faux chouan parce qu'il était insaisissable. Donc trahi, du coup, ça se passe à côté de... dans la commune de Bréant, non loin de cette chapelle, exactement au hameau de Vaugouriot, dans la commune de Bréant. Embuscade, il tire quelques coups, il est trahi par un faux chouan et un soldat, il est abattu. Et un soldat, Ardilos s'appelle, on a retrouvé les documents sur lui, lui coupe la tête. Bon, voilà la gravure que nous voyons ici. Cette tête, elle est promenée à Lamballe et à Montcontour, au bout d'un pic. Elle a même été déposée tel un trophée sanglant et funèbre sur le rebord de la fenêtre du salon hôtel Latimier du Clésieux, que nous avons vu tout à l'heure. Ironie de l'histoire, le lendemain de sa mort, Boishardy était censé épouser sa jeune amoureuse, fiancée, Joséphine de Kergadiou, dans cette chapelle. Mais le destin a modifié le cours des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Hoche, le général Hoche, apprend que Boishardy a été tué, très bien, et qu'on lui a coupé la tête. Il n'est pas content du tout. Voilà une lettre du général Hoche, général en chef, qu'il envoie à l'adjudant général Crublier. Donc Crublier, c'est celui qui dirige la garnison républicaine. Et Hoche est un homme qui a un caractère extrêmement intègre, y compris dans le combat. Il faut respecter son adversaire, même si on le tue. Je suis indigné de la conduite de ceux qui ont souffert que l'on promenât la tête d'un ennemi vaincu. Pense-t-il, ces êtres féroces, nous rendre témoins des horribles scènes de la Vendée. Parce qu'il y avait les guerres de Vendée pendant ce temps-là. Il est malheureux, mon cher Crublier, que vous ne soyez pas trouvé là pour empêcher ce que je regarde comme un crime envers l'honneur. Voilà, c'est l'honneur des officiers de l'Ancien Régime. Hein. Et c'est une... donc, vous voyez, elle a été imprimée. Sans perdre un moment, vous voudrez bien faire arrêter les officiers qui commandaient le détachement des grenadiers et ceux d'entre eux qui ont coupé ou promené la tête du cadavre de Boishardy. Donc ça prouve sa grandeur d'âme à Hoche. Hein. C'est un grand militaire, c'est un grand homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pauvre qui a été décapité, là, il va mal finir. Ardilos, j'ai retrouvé ça aussi aux archives, car tout est conservé, c'est vraiment admirable. Il a mal fini, le destin se retourne contre lui, car les commissaires de la République sont horrifiés par une telle cruauté. Ils le traduisent devant le tribunal de Saint-Brieuc, de soldats. Il est condamné aux galères. Alors les juges de Saint-Brieuc pensent que cet homme vil était capable de trahir les uns et les autres, aussi bien les blancs que les bleus. Alors après les galères, le traître fut fusillé par les soldats de la République sur la route de Saint-Brieuc à Guingamp, du côté de Saint-Barthélemy. Je ne connais pas Saint-Barthélemy, mais il a mal fini. Hein. Donc c'est plus qu'une anecdote, c'est quand même... ça prouve beaucoup de choses à cette époque. Il y avait quand même même dans le combat, il y avait un sens de l'honneur chez les uns et chez les autres. Hein. Alors après, on continue. Que devient la pauvre tête du chouan? Elle est jetée dans l'étang du manoir de Launay-le-Corgne.
Launay-le-Corne, que l'on voit ici, c'est près de Lamballe. Et le lendemain de sa mort, on lui jette la tête dans l'étang. Quelques temps après, quelques jours ou quelques années après, je ne sais pas, quelques années, le propriétaire vide l'étang et découvre la tête de Boishardy. Il l'enterre dans la chapelle du château qu'on voit là. Et un médecin, fidèle ami de Boishardy, donc peu de temps après finalement, je pense, j'ai pas plus de détails. Il la récupère, je sais pas dans quel état, ça devait être un crâne, quoi. Décomposition, il la porte dans le cimetière de Marouet, hein, petite commune, où elle se trouvait encore, dit-on, en 1865. Voilà la croix de Boishardy qui a été érigée en 1979 par l'association bretonne, au bord d'une petite route. Elle est fleurie chaque année par des personnes qui maintiennent le souvenir vivant de Boishardy. À Bréant, c'est toujours à Bréant. Hein. Donc il n'a pas de sépulture forcément. Enfin, on sait ce qu'est devenu sa tête, mais en fait, on ne sait pas ce qu'est devenu son corps. En tout cas, il y a cette croix. Là. Bon. Ici, donc, il y a beaucoup de gens amateurs et passionnés par la généalogie, je suppose. Et Madame Amonet de Créun, qui est membre de votre association, a eu la gentillesse de faire des recherches généalogiques sur Boishardy. Pas facile. Pas facile pour plusieurs raisons. C'est que il est mort très jeune. Hein. Donc une vie très brève, une vie de combat et une vie clandestine. Donc il n'a pas eu de descendance. Pas eu de descendance, Boishardy. Alors qu'une de ses sœurs, Jeanne Scholastique, 1744-1787, naissance 1744, décès 1787, a eu une descendance. Elle a épousé cette sœur Guillaume du Bouilly, chevalier seigneur de la Mauglay en La Poterie. Donc c'est près de Lamballe. C'est le manoir qu'on voit ici. Et donc, merci Madame Amonet d'avoir fait ça. Hein. J'ai rajouté que Marie-Hélène Dubouilly, c'est leur fille, oui, ils ont une fille, a épousé un Philippe de la Mousset. Et ça s'arrête là pour l'instant. Je ne sais pas plus. Maintenant, si vous voulez approfondir le sujet, il y a deux excellents livres. En sachant que le petit guide que j'ai écrit, c'est un guide grand public basé sur des documents sérieux et vérifiés sur le terrain, on est bien d'accord. Mais néanmoins, d'autres avant moi, beaucoup plus érudits, beaucoup plus savants, ont fait un travail beaucoup plus approfondi, comme le chanoine Hervé Pomeray, qui a écrit donc Boishardy, l'histoire et la légende, et son livre a été réédité à l'Office d'édition du livre d'histoire. C'est même très complet. Et l'autre livre, tout aussi complet, préfacé par Michel Morte de l'Académie française, Boishardy, chef chouan breton, de Guy de Salier-Dupin, édition de l'Implomé, avec des illustrations. Et puis, bon, monsieur Salier-Dupin a repris le travail de l'abbé Pomeray. Donc, c'est deux livres extrêmement fouillés et dont j'ai extrait, sur lesquels j'ai travaillé évidemment pour être sûr de l'information publiée dans le livre. Alors, pour conclure, on peut dire que Boishardy est un oublié de l'histoire qui s'est battu du côté des Chouans contre la terreur, même si au départ il était favorable aux idées nouvelles. C'est navrant, mais c'est comme ça. Et il est allé jusqu'au bout de ses convictions. C'est pas le Chouan le plus connu. Dans le Morbihan, il y a Cadoudal. Et si on compare les Chouans de Bretagne à l'armée, à la Vendée, en Bretagne c'est une guérilla, en Vendée c'est une vraie guerre.
civile. Mais c'est un autre sujet, la Vendée. En tout cas, j'ai essayé d'exhumer dans les pas de l'abbé Pommeray, de Salier-Dupin et d'autres encore, cette figure dont la vie figure comme une comète, hein, très brève, qui passe dans le ciel, qui passe sur Terre et qui disparaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 1795. Il est né en 1762. C'est des vies extrêmement brèves. Enfin voilà, j'espère être arrivé à à bien vous informer sur ce personnage, en sachant que, dans tous les cas, le petit bouquin que j'ai écrit est conçu comme un guide de promenade. C'est un guide de promenade et qui a un fil conducteur, c'est Boishardy, mais j'ouvre le sujet à aujourd'hui, c'est-à-dire au patrimoine d'aujourd'hui, à travers les lieux, pour ne pas être entièrement dans l'histoire. De l'histoire, j'ouvre jusqu'à aujourd'hui, et ces lieux que nous avons vus en images, église, chapelle, manoir, château, manoir ferme, croix, calvaire, sont... c'est vrai, la plupart sont privés, mais quand même, on peut... pas tous, il y en a quelques-uns qui sont ouverts au public, et notamment pour les journées du patrimoine. Voilà, merci beaucoup.